bienvenue à cette dernière journée de conférence, demi-journée de conférence, hein. On a deux conférences ce matin. La première, toujours sur le sujet de la maintenance 4.0 avec la surveillance ultrasonore de machines tournantes et comment cette technologie s'intègre aujourd'hui dans une démarche d'industrie du futur avec un degré de connectivité et un état de surveillance à distance des machines. Suivi d'une conférence ensuite sur la réalité mixte, c'est-à-dire la réalité augmentée avec un cas d'application de formation sur un outil de production, voilà, avec la société UPSA. Donc ça, ce sera à 11h30, à la suite de la conférence de Daniel Mazière, donc d'UE Systems, sur la maintenance 4.0 des machines tournantes via la technologie des ultrasons. Je te laisse la parole. Merci Olivier, merci à la FIM, au magazine Production Maintenance et surtout merci à vous pour votre présence ici et pour votre écoute, j'espère, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc pendant 3 quarts d'heure, je vais vous présenter ce sujet-là et on terminera par 10 minutes, 1 quart d'heure de questions. Sachant qu'on est ouvert à toutes les questions, je suis ouvert à toutes les questions, les plus simples et les plus compliquées si vous en avez. Donc la maintenance 4.0 et la surveillance ultrasonore de machines tournantes. Je m'appelle Daniel Mazière, je travaille pour une société qui s'appelle UE Systems, U pour ultrason, E pour engineering, systems pour système. Et je suis responsable du marché francophone, c'est-à-dire des pays où on parle français et notamment de la France. Et donc, le plan de la présentation que l'on va voir aujourd'hui, je vais vous dire 2 mots de la société qui nous sommes. On va planter le décor sur la maintenance 4.0. On nous parle beaucoup de maintenance 4.0, d'industrie 4.0, de maintenance conditionnelle, beaucoup de choses dans ce domaine-là. Je vais essayer de fixer les idées un petit peu pour continuer à avancer. Ensuite, je vais vous donner 2 cas d'études de surveillance de machines tournantes à l'aide de la technologie des ultrasons, donc avec du matériel que j'ai là. Un exemple de mise en œuvre vidéo, parce que je n'ai pas pu tout amener là, qu'on a mis en place dans notre société. Et enfin, on terminera par les questions-réponses. 2 mots du système. Donc, c'est une société qui existe depuis 1973 aux États-Unis et en Europe depuis une dizaine d'années. On ne fabrique que des systèmes à ultrasons que pour les applications que je vais vous présenter. On ne sait pas faire autre chose. La philosophie, si vous voulez, de nos solutions se décompose en 3 parties. Il y a une partie matérielle, une partie formation d'implémentation sur site, c'est-à-dire qu'on considère volontairement que tout utilisateur de nos matériels, quel que soit l'appareil, quelle que soit l'application et quel que soit le niveau et quelle que soit l'industrie, on part volontairement d'un point zéro où on considère, entre guillemets, que personne ne sait rien des ultrasons. C'est volontaire. C'est pas que chacun peut avoir une culture ultrasonore, qu'elle soit industrielle ou autre. Par contre, pour nos applications, on part d'une page blanche. Pourquoi on fait ça? Parce que pour pouvoir faire un diagnostic juste, correct, précis, et surtout qui ait du sens et qui me serve à moi, mainteneur et industriel, il faut que je connaisse la grandeur physique que je mesure. Il faut que je sache comment elle est générée, cette grandeur physique, comment elle se comporte, pour pouvoir l'interpréter et l'analyser. Si on ne passe pas par ce step-là, c'est des modules de formation de 2 jours. Il ne faut pas 2 ans pour faire un docteur en ultrason, ce n'est pas le but. Par contre, on plante le décor à ce niveau. Ça évite un grand nombre d'erreurs d'interprétation et d'analyse après. On peut mesurer toute grandeur physique. Si je ne sais pas comment elle est créée, comment elle se comporte, cette grandeur, je vais avoir du mal à l'interpréter. Je vais même faire des erreurs pendant que je vais la collecter. Et le but, c'est d'éviter ça. Plus on prévient, on est dans la maintenance préventive, prédictive, appelons-la comme on veut. De la même manière, dans l'approche que l'on a, on prévient un maximum pas d'erreurs, mais en tout cas de biais ou de travers de diagnostic qu'on pourrait avoir. Si on fait ça correctement, c'est simple comme un bonjour. Voilà un petit peu la philosophie. Et enfin, on propose de plus en plus, à la demande de nos clients d'ailleurs, des solutions d'accompagnement sur site. C'est-à-dire que monsieur le client, il fabrique des avions, il fait de la maintenance de train, il a une usine de, je sais pas moi, de transformation de graines de soja, je dis n'importe quoi. Son métier, c'est celui-là. Même avant de faire de la maintenance, son métier, c'est celui-là. Donc, même s'il est formé, même s'il a le matériel, on est capable de venir, selon des contrats d'accompagnement, selon des interventions sur site ou à distance, l'aider à diagnostiquer, à mettre en œuvre la technologie sur ces installations.
Ça, c'est pour la philosophie de nos solutions, la façon dont se décomposent nos solutions. Je vais maintenant vous parler des applications et donc de maintenance 4.0. Avant ça, comme je vous disais, on va planter un petit peu le décor. Il y a quelques années de ça, ce qui était à la mode, c'est ce qui était indiqué là, c'est-à-dire de faire de la maintenance curative et palliative. C'est-à-dire que j'ai une installation industrielle sur laquelle malheureusement je subis une défaillance arrive. J'ai ma ligne de production, mon équipement industriel qui s'arrête, je fais une intervention, je me retrousse les manches et je rends la machine, je fais l'intervention qui va bien, je rends la machine et la production continue. Aujourd'hui, quand on fait ça, dans la philosophie qui est en train de se mettre en place maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la ligne de décision, dans l'arbre de décision qui n'a pas fonctionné. Comme je vous le disais, on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être une société américaine. On fait tous les ans une conférence d'une semaine depuis une quinzaine d'années où on a des intervenants qui viennent présenter des études de cas de mise en œuvre de technologies ultrasonores aux US. Ils sont peut-être un petit peu too much par rapport à nous. Moi, j'ai entendu des présentations des gens dire, le responsable de maintenance dire, le premier arrêt dans l'année, je perds mon bonus. Le deuxième arrêt, il y avait son adjoint à côté, c'est lui qui me remplace. On est loin d'en être là, et à mon avis, c'est un petit peu too much ça. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que quand même, ils sont vraiment encore plus que nous, et ils sont en train de nous amener ça, enfin on est en train de leur prendre ça, et c'est peut-être pas plus mal, dans le fait de prédire, alors prédire c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'anticiper au plus possible la panne, l'arrêt. Le but de cette technologie, c'est même pas de faire de la maintenance, c'est d'éviter les arrêts de production. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va sur derrière. Donc aujourd'hui, comment on fait ça? En faisant de la maintenance préventive, prévisionnelle et conditionnelle. Pour faire simple, préventive, je vidange tous les 5000 km. Je fais du systématique et c'est figé dans le temps et dans l'action. C'est mieux que le curatif, c'est quand même pas complètement optimal. Ce qu'on va faire avec nos systèmes, soit avec du conditionnel par une grandeur physique ultrasonore que je vais mesurer manuellement avec un appareil comme ça, soit en faisant carrément du prévisionnel avec un système automatique, et c'est l'objet de la présentation, c'est de venir faire une mesure ultrasonore, notamment sur des paliers, sur des machines tournantes, et c'est cette mesure qui va être mon donneur d'ordre sur l'action que je vais faire ou pas, que je vais mettre en place ou pas. Vous allez voir comment. Hop. Voilà, allez, pour embrayer sur les applications. Les applications auxquelles on va s'attaquer aujourd'hui sont surlignées en jaune. Donc, il s'agit donc de contrôle et de suivi des machines tournantes avec une double approche. La capacité de faire un diagnostic in situ avec un appareil portatif comme ça. La capacité, toujours avec un appareil portatif, de faire du suivi et du contrôle dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que je mesure, tout ce que je détecte, tout ce que je collecte, je vais l'enregistrer, je vais le suivre dans le temps avec une solution logicielle. Et enfin, la capacité de faire tout ceci de façon automatique et autonome. C'est-à-dire que je paramètre un système que je mets à demeure, et lui va faire et la collecte, et va me prévenir quand je vais atteindre un niveau d'alarme. Je vais lui donner des références, lui donner des niveaux d'alarme qui vont lui permettre donc de m'avertir quand il se passe quelque chose. Les autres applications avec les mêmes systèmes portatifs qu'on met en œuvre et sur lesquels on est focalisé dans la partie ultrasonore, et notamment en maintenance, elles sont là. Celle-là est assez connue en principe des industriels, de détection de fuite de gaz sous pression, quel que soit le système et quel que soit le gaz. C'est-à-dire que les gaz, une fuite de gaz, une fuite d'air comprimé, une fuite de gaz comprimé, va générer une onde ultrasonore qu'on va détecter, qu'on va localiser, qu'on va même quantifier pour ça. Alors ça s'applique également aux fuites de vide et aux fuites de contenants fermés. Une cuve que je ne peux pas mettre sous pression par exemple. Ce qu'on sait faire aussi, c'est la détection de fuite interne. C'est-à-dire que si j'ai une canalisation dans laquelle j'ai un flux gazeux ou liquide, sur cette canalisation, je peux avoir des jeux de vannes. Est-ce que vanne fermée, en aval de cette vanne, je suis étanche ou pas? De la même manière pour les purgeurs de vapeur, qui sont pour nous des vannes automatiques, mais qui n'existent que dans les industries où il y a de vapeur. Donc l'idée, c'est de les diagnostiquer et d'en localiser les fuites. Donc machine tournante, on vient de le voir, c'est ce à quoi on va s'attaquer. La dernière des familles d'applications qu'on est capable de surveiller et de contrôler avec cette technologie, c'est les systèmes électriques, qui même si on n'y pense pas, parce que notre oreille humaine ne les entend pas, vont générer des ultrasons, surtout à haute tension. Du moins, le même problème va être plus destructeur et plus grave à haute tension qu'à basse tension. Et va me permettre, pour ceux qui en ont entendu parler, de diagnostiquer des effets corona, des décharges partielles, des amorçages bien sûr, et des desserrages, qui sont d'ailleurs souvent les desserrages à l'origine des autres. Donc voilà un petit peu. Si vous voulez en savoir plus là-dessus,
Je fais passer un petit document avec vos adresses mail. Vous avez également mes coordonnées. On pourra creuser là-dessus si ça vous intéresse. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est la partie machine tournante. Donc le futur de la maintenance 4.0. Quel est le principe et qu'est-ce qui crée notre grandeur ultrasonore, notre signal ultrasonore? Alors je l'ai volontairement écrite en rouge et surlignée en jaune. Toute mise en rotation de machine tournante produit une friction mécanique qui génère un signal ultrasonore. Quand je fais ça, avec mes doigts, je suis en train de mettre en contact deux éléments, alors pas mécaniques certes, mais en tout cas deux éléments physiques. J'ai de l'énergie, j'ai un mouvement et je les mets en contact. Là, je crée déjà un niveau ultrasonore. Vous comprenez que quand je vais mettre en rotation un roulement, un réducteur avec des roues dentées, un système en translation également. Je prends pour l'exemple parce que c'est le type de système qui est le plus qu'on voit le plus dans l'industrie et pour laquelle notre technologie est la plus utilisée. Ça s'applique également au système en translation. Vous comprenez que quand je fais ça, je crée déjà un niveau ultrasonore que détecte mon appareil. Dès lors que je vais mettre en rotation un roulement par exemple, je vais en créer également un niveau ultrasonore. Et ce niveau ultrasonore, cette onde ultrasonore, la chance que j'ai, c'est que quand je fais ça et que je viens la détecter avec ce type d'appareil, le milieu qui me la transmet, c'est l'air. Je crée une onde ultrasonore de la même façon que je créerai un son qui se déplace dans l'air et que je viens capter avec mon appareil. Quand un roulement se met à tourner donc dans une machine tournante, pour ne pas le nommer un palier de moteur par exemple, cette onde ultrasonore va se déplacer dans la matière s'il n'y a pas de discontinuité entre l'endroit où elle est créée et l'endroit où je viens la capter. Typiquement, si je viens plugger un capteur comme ça, ou comme ça. Je vais vous les montrer les capteurs, il y a des photos plus explicites que ça. Sur un palier de moteur par exemple ou de pompe. Dans ce palier, à l'intérieur de ce palier, j'ai un roulement qui tourne. Donc un niveau de friction, donc un signal ultrasonore qui est généré. J'ai normalement pas, si j'ai une discontinuité de matière entre le moment entre l'endroit où la rotation s'effectue et ici, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est bien plus grave que ce que je diagnostique avec ça dans mon palier. Ça veut dire que mon roulement nage dans sa cage. Si je n'ai pas de discontinuité de matière, ça veut dire que par contact, je vais venir écouter le niveau ultrasonore en amplitude et en fréquence et en forme d'onde qui est produit par la rotation de ce palier, par la rotation de ce roulement. Et si ce niveau ultrasonore est produit par la friction qui est générée dans ce roulement, ça veut dire qu'en venant capter ce niveau ultrasonore ici, je vais venir capter une grandeur physique qui est directement proportionnelle au niveau de friction de ce roulement. C'est ça le nerf de la guerre. La chance que l'on a, c'est que ce niveau de friction, ce niveau ultrasonore, je veux dire, ce signal ultrasonore existe dès lors que je vais mettre en rotation cette machine tournante avant même d'avoir une défaillance. C'est-à-dire qu'un roulement neuf, un palier neuf, bien monté, qui n'est pas encore défaillant, bien graissé, quand je vais le mettre à tourner, si je viens plugger un palier comme ça, un capteur comme ça sur le palier en question, je vais sur l'appareil mesurer une grandeur et dans le casque que je connecte à l'appareil, je vais vous montrer comment, écouter l'image audible du niveau ultrasonore généré par mon palier. Alors ça nous fait une belle jambe de faire ça. La conséquence intéressante de ça, c'est que au plus tôt je détecte, au plus tôt j'ai un signal qui existe avant même d'être défaillant, au plus, si je détecte une évolution de ce signal, je vais être loin de ce point de casse ici, là-bas, que je cherche à éviter, au plus je vais avoir l'information tôt, attention, il se passe quelque chose sur mon palier. D'accord ? À tel point que le premier niveau sur lequel on intervient, le premier niveau d'alarme ou de pré-alarme qu'on va paramétrer sur nos systèmes, c'est même une alarme de graissage qui va m'indiquer que, attention, à ce moment-là, à cet endroit-là, le niveau ultrasonore de mon palier a évolué un petit peu. Il n'a pas évolué beaucoup. Par contre, ce petit peu en question va correspondre à un manque de graisse. Et je vais donc en même temps gérer le graissage. Quand j'ai mesuré cette grandeur ultrasonore, je vais la suivre dans le temps. C'est-à-dire que si je trace ici, en ordonnée, le niveau ultrasonore en décibels mesuré sur chacun de mes paliers, et que je regarde le 28 mars, je crois qu'on est aujourd'hui, j'ai un niveau à 32 décibels, le 28 avril, j'en ai 37, et qu'à un moment donné, le 28 mai, j'arrive à 41 décibels ici. Comme par hasard, je dépasse un premier niveau d'alarme dont je vais vous dire comment il est mis en place. Ça m'indique deux choses. Ça m'indique que ce roulement dépassant ce premier niveau d'alarme a un problème de graissage, et notamment a besoin d'être graissé. La deuxième des choses, c'est quand.
Ne serait-ce que par rapport au graissage, là j'ai déjà une information cruciale. Aujourd'hui, dans l'industrie, quand une stratégie de graissage existe, on fait à peu près tous la même. J'ai été responsable maintenance pendant de nombreuses années, j'avais des machines tournantes à gérer également et à suivre. Une stratégie de graissage aujourd'hui à l'industrie, quand elle existe, elle a deux caractéristiques qui sont à peu près communes à toutes les industries. C'est je graisse à fréquence fixe et à quantité, c'est au petit bonheur la chance. Et souvent, ce petit bonheur la chance-là, c'est plus que ce qu'il en faut. C'est je rassure ma confiance, je graisse jusqu'à ce que je vois, hein, on a tous vu ça, hein, des paliers avec de la graisse qui je ne vais pas prononcer le terme commun, mais des paliers avec de la graisse qui dépasse. Le problème quand je fais ça, je fais trois choses. Je graisse un roulement dont je ne sais pas s'il en a besoin, dont je ne sais pas si c'est le bon moment, et dont en termes de quantité, en lui administrant plus, je dirais, je vais créer une contrainte mécanique dans l'ensemble roulement-palier qui va faire souffrir et qui va créer un échauffement et qui va faire souffrir la partie la plus fragile de mon roulement, aussi bien dimensionnée et bien choisie soit-il, c'est-à-dire la partie bac d'étanchéité. Et j'ai acheté un super roulement avec une super caractéristique, super étanche chez SKF, chez SNR, chez FAG, chez qui je veux, et je me suis créé par du surgraissage et par du graissage non approprié, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je me suis créé une passoire à impuretés. Et c'est ces impuretés-là, notamment physiques, qui vont venir me générer ce type de défaillance-là. C'est qu'un exemple, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent être générées, et qui vont me créer ces niveaux d'alarme plus élevés, ici, là-haut, rouge. Donc, si j'arrive à intervenir, pour revenir sur ma PF curve, là, qu'aiment bien les Anglais et les Américains, si j'arrive à avoir une information comme quoi il se passe quelque chose ici très tôt, qui me permette déjà de gérer ce premier niveau d'alarme ou de préalarme de graissage, je vais anticiper un grand nombre de ces points là-bas que j'ai créés moi-même en ne graissant pas mes paliers pour ceux que je graisse de façon appropriée. Ça, c'était pour les paliers que l'on graisse. Maintenant, il y a le deuxième type d'alarme, alors qu'on considère, nous, de pré-défaillance. Pourquoi on se paye le luxe, si je peux dire ça comme ça, de le nommer de pré-défaillance? Parce que, j'y reviens ici, on est dans la plage des ultrasons. C'est-à-dire que même un niveau d'alarme élevé pour nous ne correspond pas à un degré de défaillance avancé sur mon palier. Puisque mon roulement, il crée un niveau ultrasonore neuf, bien monté, bien graissé, avant d'être défaillant. La seule chose que je fais, c'est que ce niveau ultrasonore-là, je l'ai enregistré, j'ai été capable de le mesurer à un moment donné, ce qui m'en donne mon niveau de référence ici. La seule chose que je fais, c'est que par rapport à ce niveau-là, je crée un delta, c'est la solution logicielle qui permet de faire ça, qui me dit, attention, à partir de ce niveau-là, il est en train de se passer quelque chose qui, si, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites chez nous pour ça, qui, si, à partir de ce delta-là, si j'applique bien la méthode, qui, si je démontais mon palier, me permettrait de voir de façon microscopique un défaut irréversible sur mon roulement. C'est-à-dire que je peux le graisser tant que je veux, je vais peut-être revenir ici, mais je ne reviendrai jamais là. À partir de ce niveau-là, si ce niveau d'alarme est bien graissé. Pour autant, ce n'est quand même pas catastrophique. Je suis loin, je reviens sur ma courbe, je suis loin de générer une vibration physique, encore moins d'avoir des particules dans ma graisse ou de générer un échauffement. Et j'y reviens, au plus tôt je détecte, au plus j'évite ce point d'arrêt là-bas que je subis. Quelle est la méthode de mise en place de ceci? On va, comme je vous le disais un petit peu avant, alors sur les applications, voilà, la méthode est double. Savoir faire du diagnostic in situ et faire du suivi dans le temps. Quand j'ai dit ça, avant de faire du suivi dans le temps de façon automatique, ce qu'on préconise, après chacun fait comme il veut, mais ce qu'on préconise, c'est de savoir faire les choses de façon manuelle. Et là, on fait deux choses. On apprend l'utilisateur à faire un diagnostic in situ avec ce type de capteur sur son roulement, c'est-à-dire que je mets l'appareil manuel dans les mains de l'utilisateur avec ce capteur. Il y a 10 utilisateurs, 10 personnes que l'on forme dans la salle. Il faut qu'ils me fassent deux choses, qu'ils me trouvent tous avec la méthode l'endroit sur ce palier où je mesure. Il y a une méthode de mesure, on ne mesure pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Il faut que chacun me dise, c'est là que je vais prendre ma mesure, premièrement. Et deuxièmement, que chacun me trouve la même valeur en décibels sur ce palier, dans les mêmes conditions. Hein. Si une fois il tourne à 500 tours par minute, l'autre fois à 1500, peut-être que je vais avoir des variations à ce niveau-là,
dont on s'affranchit par une autre variante de la méthode. Mais en tout cas, dans les mêmes conditions, il faut que chacun me trouve l'endroit où je mesure et la valeur. Une fois que j'ai fait ça, on apprend donc l'utilisateur à faire du suivi. Pour faire du suivi, le système permet, la solution logicielle permet de créer une ronde d'inspection vierge dans le logiciel en question, exporter cette ronde dans l'appareil manuel, de sorte à ce que moi, quand je me mets l'appareil au bout des doigts et le casque sur les oreilles, je puisse, en suivant les différents points que j'ai paramétrés dans ma ronde, venir faire les premiers relevés, les premières collectes, le premier d'entre eux étant la référence. Et c'est là où arrive la capacité de chacun à savoir faire une mesure in situ. C'est très simple. Il y a 2 paramètres à régler sur l'appareil. Plugger le capteur sur le palier et écouter. Venir prendre ça et dans le temps, venir charger et décharger les différentes rondes d'inspection que j'ai faites dans mon usine dans l'appareil pour donner lieu à ce type de suivi. Là, on est dans la maintenance conditionnelle. C'est-à-dire que c'est une condition qui est le niveau ultrasonore que j'ai mesuré manuellement qui me dit je fais quelque chose ou je fais rien. Je fais quelque chose ou je fais rien. Pour prendre l'exemple d'un point en alarme orange, je ne vais juste que le graisser. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce système-là. Alors, je passe par un point technique intermédiaire qui peut attirer l'attention de certains. C'est qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans l'industrie des paliers inaccessibles et des équipements carénés que je ne peux pas ouvrir. Donc difficile d'aller prendre une mesure sur un palier. Si j'ouvre les ports de mon équipement, j'ai tout qui s'arrête, je ne peux pas mettre en rotation, alors que j'ai la moitié des carters de l'équipement qui sont retirés. Dans ce cas-là, il y a une solution de capteurs fixes qui se mettent donc via des pastilles collées sur les paliers, comme les accéléromètres pour ceux qui ont fait de l'analyse vibratoire, et ces capteurs sont reliés à un boîtier comme ça, sélecteur, auquel je viens connecter mon appareil pour faire mon acquisition. Je suis toujours dans la partie manuelle. C'est une variante, si vous voulez, de ce capteur aimanté pour les paliers inaccessibles. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la maintenance 4.0. Et alors, je vais vous montrer une petite vidéo de mise en œuvre avec ces 2 manuels, avec ces, si j'arrive à avoir ma souris, voilà, avec ces 2 types de capteurs. Pour la partie, alors on va commencer par le diagnostic in situ. Si je veux faire du diagnostic in situ, un petit pointeur laser pour me montrer où je mesure. Je viens écouter mon palier dans la plage ultrasonore, en avoir l'image audible et à mesurer, je ne sais pas si on le voit sur l'écran de l'appareil, à mesurer l'intensité en décibels, en prendre une photo si nécessaire et en enregistrer la forme d'onde si, selon ce que j'écoute, ce que j'entends et selon la valeur, voilà la valeur en question, et en enregistrer la forme d'onde comme vous le voyez, si j'ai un palier défaillant. Il faut pouvoir faire, j'y reviens, du diagnostic in situ, et rapidement. Ça, c'est donc l'utilisation de ce module-là. Ça y est, la mesure est prise et enregistrée. Son homologue version aimantée, je fais la même chose, à part que là, je vais avoir soit identifié un point sur lequel je ferai la mesure, le point sur lequel je ferai systématiquement la mesure, soit coller une pastille, qui va me permettre, donc, avec ce capteur, de venir faire mon relevé sur ma ronde d'inspection. Alors, photo, je vous passe les détails techniques du matériel. Il fait le process complet. Alors là, j'enregistre la forme d'onde qui donne lieu à un fichier Wave que je viens exploiter sur un deuxième logiciel, si défaillance il y a. Sachant que, pour les curieux, voilà, je mesure une intensité en décibels, 37 décibels, comme je mesurerais une intensité sonore avec un sonomètre dans cette salle. Sachant que pour les curieux, pour revenir à mon graphe ici, cette forme d'onde, on la prend systématiquement lors de la prise de référence. Pourquoi je la prends? Parce que si j'atteins un certain seuil d'alarme, notamment une alarme rouge, je vais venir comparer la forme d'onde de mon point en alarme avec la forme d'onde de ma référence. Et une simple superposition. Alors je peux, comme analyse vibratoire, mettre des marqueurs de fréquence, regarder quelle est la fréquence de mon défaut, la corréler avec une partie du roulement, puisque le logiciel en question a un calculateur de fréquence de roulement qui me donne la fréquence de chacune des parties. Ça, je le fais très peu. Je le fais dans le cas de défaillances récurrentes, qui m'aident à diagnostiquer de façon plus profonde ce qui se passe dans mon palier. Typiquement, la seule chose que je fais pour faire du suivi, oui, je peux prendre la forme d'onde lors de la référence, mais typiquement, mon donneur d'onde, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai une zone verte, orange, rouge, sur un scalaire, une valeur en décibels mesurée sur l'appareil.
Tout ça pour vous dire, et pour arriver sur la maintenance 4.0, que tout ça, donc la constitution de ces rondes d'inspection, de ces suivis, et notamment de ce graphe, j'y reviens, de mon donneur d'ordre, eh bien, le dernier des systèmes que l'on a développé permet de faire tout ça, mais de façon automatique. C'est-à-dire que je vais venir plugger 4 capteurs comme ça, alors si j'ai 4 points, à un boîtier qui va avoir de la mémoire, que je vais piloter avec mon logiciel, à qui je vais dire, à qui palier par palier, je vais donner la référence, les fréquences d'acquisition qui vont dépendre de la criticité de mon équipement et de ce que je cherche également, les niveaux d'alarme et ce qu'il va faire quand je vais atteindre un seuil d'alarme. Mes collègues anglophones ont appelé ce boîtier forecast pour prévoir en anglais, tout simplement. Et là, on est typiquement dans de la maintenance. Non plus, alors la nuance entre maintenance conditionnelle et maintenance prévisionnelle, elle se discute. Hein. C'est une histoire de terminologie. Hein. Que j'acquière la donnée de façon manuelle ou que ce soit mon système automatique qui l'acquiert, moi, ce qui m'intéresse, j'y reviens et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est ce qu'on fait en formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur les paliers qui m'intéressent, sur les paliers critiques, de créer ce type de suivi. Hein. Pour ceux qui ont fait du SPC, c'est du Statistic Process Control adapté au niveau de friction de mes paliers. Que je le fasse de façon manuelle ou de façon automatique, ce qui m'intéresse, c'est de le créer. Donc, de quoi est constitué ce boîtier? Alors, le principe, le schéma de principe, il est là. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Je viens plugger sur les capteurs qui m'intéressent autant sur les paliers qui m'intéressent autant de capteurs donc ultrasonores comme ça. Ce n'est pas des accéléromètres. S'il y a des questions sur l'analyse vibratoire, je pourrais répondre parce qu'on est plus habitué dans l'industrie et dans le diagnostic de machines tournantes à faire de l'analyse vibratoire qu'à faire de l'ultrason. Il y a une grande différence entre la grandeur physique qu'on mesure en vibration, en analyse vibratoire, et en ultrason. Donc, le principe, par contre, d'installation est le même. Je viens mettre en place des capteurs sur les paliers qui m'intéressent. Je vais relier ces capteurs de façon filaire, volontairement, à mon boîtier d'acquisition. Et mon boîtier d'acquisition, je vais le connecter soit de préférence avec une connexion Ethernet à un PC sur lequel je vais installer le logiciel ou un serveur sur lequel je vais installer le logiciel qui va commander mon boîtier. Soit je peux lui par contre le faire communiquer avec le PC en question par du Wi-Fi. Ça va dépendre de l'installation donc chez le client. Et donc ce boîtier, je vais lui dire pour ce palier-là, pour ce capteur-là, la référence est à 30 décibels, je dis n'importe quoi. Le premier niveau d'alarme, je vais te le mettre à 40, je dis n'importe quoi aussi. Et le deuxième, je vais le mettre à 50. Et tu vas venir me faire une acquisition tous les jours, tous les mois, toutes les 3 mois, toutes les secondes. Quand on met ça en place, ce système de surveillance permanente, c'est que le système sur lequel je mets ça en place est critique. J'ai besoin d'être alerté en temps réel qu'il est en train de se passer quelque chose sur mon équipement. Donc, les fréquences d'acquisition ici, je peux le step le plus faible, c'est 1 seconde. C'est souvent, alors 1 seconde, c'est peut-être exagéré, mais c'est très fréquent de voir une acquisition toutes les heures. Vous voyez, sachant que je ne vais pas remplir une base de données quelconque, je ne vais pas remplir un disque dur quelconque, et c'est pour ça qu'il n'y a que 4 capteurs qui sont connectés au boîtier. Toute la mémoire des informations mesurées par les capteurs, est dans le boîtier. Je vais venir attaquer cette mémoire avec le logiciel quand je vais être en alarme. Et il va même le faire tout seul. Je vais lui dire, quand tu dépasses un certain seuil d'alarme, viens m'enregistrer. Alors, alerte-moi de 3 façons. Sur le logiciel, via un tableau de bord qui me dit, sur mes 25 paliers instrumentés, j'en ai 23 qui sont en zone verte, qui sont ici, qui ne sont pas en alarme. J'en ai un, je prends un exemple, un qui est en zone orange et j'en ai un qui est en zone rouge. Donc ça, je le vois de façon visuelle sur mon logiciel. Hein. Juste en ayant un PC industriel ou pas sur lequel j'ai le logiciel. Première méthode, la plus simple. Deuxième méthode, il m'envoie un mail. Je lui donne une adresse mail et il me dit, il m'envoie un mail automatiquement. Et dans ce mail, il me met 3 choses. Il me met le palier qui est en alarme, le niveau d'alarme en décibels et l'enregistrement ultrasonore. Et ça, il me le fait à partir du niveau de pré-alarme. J'y reviens, surtout sur les machines critiques, si je suis alerté tôt. Au plus tôt je sais qu'il y a un changement de mode de mon équipement, au moins je subis l'arrêt, la casse. Même si je suis en Chine et que je reçois un mail comme quoi sur le palier numéro 17 de ma machine numéro 34, il se passe quelque chose, je peux envoyer un mail moi-même ou passer un coup de fil de dire à la personne qui est sur site, attention, là il se passe quelque chose.
Et je peux en faire l'analyse aussi. Et le troisième point, c'est un SMS. Il y a une possibilité d'envoyer une alarme par SMS. Donc le principe, il est là. La solution, elle est composée donc de 4 capteurs, de câble en question, du boîtier, d'une connexion Ethernet. Alors, la solution la plus, la plus élégante, la plus pratique et la plus mise en œuvre, si vous voulez, c'est de communiquer entre le boîtier et le PC qui le gère par Ethernet. Pourquoi? Parce que quand on place ça dans une installation industrielle, on ne sait jamais la manière dont on va transmettre du Wi-Fi là-dedans, dont ça va interférer. Et il ne s'agit pas de venir instrumenter de façon parfaite ou presque parfaite une installation. Si je perds l'info ici, entre le moment où je suis en alarme et le moment où je communique avec le PC, parce que je ne sais pas moi, j'ai à un moment donné un réseau qui ne passe pas. Donc ça, on n'aime pas trop. Donc voilà, base de données SQL. Alors le format de base de données dans le boîtier, c'est du SQL standard. C'est-à-dire que tout informaticien qui sait traiter des bases de données peut traiter ceci. Et donc ça, on peut l'installer sur un serveur ou un terminal, un logiciel. Il y a aussi des solutions pour des capteurs, pour des paliers chauds. Pour des paliers chauds, on sait refroidir le capteur qu'on met ici avec ce type de refroidisseur. C'est un matériau bien particulier, si vous voulez, qui va juste jouer son rôle de refroidisseur avec les ailettes qui sont là. Donc voilà. Donc le principe, si vous voulez, c'est de déclarer mon boîtier, de lui donner une adresse IP statique, de la même façon que je déclarerai une imprimante. Je déclare ceci auprès d'un serveur. Je peux déclarer autant de boîtiers que je veux sur le logiciel peut gérer autant de boîtiers que nécessaire. Et voilà, hein. Je peux même le même boîtier l'envoyer, le paramétrer sur plusieurs serveurs. Et il y a encore une autre possibilité, voilà, elle est là, c'est de dissocier le PC qui va gérer ma base de données de celui sur lequel je vais installer le logiciel pour piloter le boîtier. Ça, c'est propre au système IT des différents industriels, si vous voulez. On s'est aperçu que, typiquement, ça, c'est souvent piloté par un PC industriel qui est sur place, qui est sur site. Par contre, ces données-là, elles peuvent être sur un serveur qui est à l'extérieur du site, à l'extérieur de la salle des machines. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont mis en place la possibilité de séparer ces deux solutions. Toujours le même principe. Ce que je veux vous montrer maintenant, hop, donc la partie communication Wi-Fi, hein, et également, cette partie communication Ethernet ou Wi-Fi s'applique aux deux cas, hein, c'est-à-dire le cas où j'installe le logiciel et la base de données sur un seul PC, et le cas où je sépare les deux. Bon, ça c'est plus de l'informatique qu'autre chose. Ce qui vous intéresse maintenant, je vous passe ceci, c'est que je vais pouvoir gérer, paramétrer, piloter l'acquisition de données, les niveaux d'alarme, les références, palier par palier. C'est typiquement ce que ça donne en vidéo. Je vous passe ces points-là. Ce que ça va donner. Alors, pardon, avant d'arriver sur la vidéo, vous voyez, je vais avoir alors, elles sont voilà, différentes lectures. Alors là, on ne voit pas les références, mais je vais avoir différentes lectures. Et ce que ça donne, données enregistrées, je vais me retrouver avec des arborescences comme ça, que je ne verrai pas tant que je ne serai pas en alarme. Il ne s'agit pas de noyer d'informations l'utilisateur avec des données qui ne m'intéressent pas. Je veux dire, si je vis en zone verte, à moi de bien paramétrer le niveau d'alarme. Alors ça, il y a deux cas de figure. Soit on le fait pour le client, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Soit le client a 250 boîtiers et 500 capteurs sur son installation et on le forme à le faire. Quand je sais le faire pour un, quand je sais lui paramétrer le boîtier avec des références, des niveaux d'alarme et des fréquences d'acquisition pour un, je sais le faire pour tous. Une petite vidéo qui présente donc le boîtier, c'est ni plus ni moins qu'un boîtier dans lequel j'ai de l'électronique, avec une alimentation 24 volts 1 ampère, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet. Alors ça, c'est le boîtier manuel dont je vous parlais tout à l'heure. Le capteur en question plugué sur un palier. Alors, il y a une protection qui se met dessus, là, qui est pas sur la vidéo. Et ce que ça donne dans le boîtier par lui-même,
il y a un petit vumètre qui permet, si je trouve ma souris, voilà, qui permet au moment de l'acquisition de voir la fameuse valeur en décibels, si j'ouvre mon boîtier, qu'il est en train de mesurer sur ce capteur. Qui ne me, comment dire, qui ne m'importe peu tant que je ne suis pas en alarme. Ça, une fois que je l'ai installé, j'ai plus besoin de l'ouvrir. C'est juste pour vous donner le principe de mesure. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire, en tout cas de l'essentiel. Je ne sais pas où j'en suis au niveau timing. Très bien, super. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup, Daniel. Merci à toi, Très merci bien. à vous. J'ai une petite question. Justement, quelle est la typologie d'entreprise en France qui utilise déjà cette solution? Et ma deuxième question qui suit, évidemment, c'est que c'est assez nouveau. Il faut un peu, entre guillemets, bien sûr, éduquer, promouvoir cette technologie. Quels sont les freins aujourd'hui que tu rencontres? Idées reçues, par exemple, ou autres? À la mise en place de cette technologie. Alors, merci pour ces questions parce qu'elles sont vraiment d'actualité et pertinentes. La typologie d'entreprise, si je peux grossièrement, on va dire, les classifier comme ça, la mise en place du boîtier, de la solution complète, là, ça va quand même être sur des gros sites industriels. Même si les budgets, et je suis ouvert à toute question, tout à un coût bien sûr, mais on n'est pas quand même dans le niveau de coût d'autres technologies, mais c'est quand même des gros sites industriels et c'est surtout des sites industriels où on trouve deux types d'équipements. D'abord des équipements critiques et deuxièmement des coûts de production, si vous voulez, qui sont très élevés. Quand vous poussez la porte d'un fabricant, d'un constructeur automobile et que ces gens-là vous communiquent, vous donnent quelques informations sur la minute d'arrêt de coût de production de leur ligne, vous prenez peur, quoi. Donc vous comprenez qu'il faut absolument, ils cherchent zéro arrêt, c'est zéro panne. C'est le zéro défaut dont on nous parle depuis longtemps, c'est je ne veux pas une seule minute d'arrêt de ma ligne de production. Donc c'est plus, la solution complète se met plus en place dans cette typologie d'industrie-là pour ces raisons-là d'une part, et d'autre part pour la partie technique. Parce que ces gens-là sont quand même très au fait de monitorer des machines tournantes, de faire des choses. Après, sur des sites industriels, toujours industriels mais plus petits, ce par quoi on commence et ce qu'on préconise d'ailleurs avant de mettre ça en place, sauf cas particuliers, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers d'équipement critique où si la machine s'arrête, il arrête toute l'usine, pendant une semaine, il a une telle perte qu'il ferme l'usine. Ce qu'on préconise, c'est de faire la même chose que ça, mais de façon manuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'un boîtier qui fasse cette acquisition permanente. Si je sais mettre en place des rondes d'inspection pertinentes, bien mises en place avec des bons niveaux d'alarme et des bonnes références, un système d'acquisition manuelle me suffit. Ça va être plus dans des plus petites industries. Et souvent, les gens qui mettent en place un système complet ont déjà mis en place la partie manuelle. Il y avait une deuxième question, non? Ou j'ai répondu aux deux? Les principaux freins, justement, les idées reçues notamment, oui. par rapport à cette technologie. Alors, il y en a deux essentiellement. La première des choses, allez, on va dire trois. La première des choses, c'est que ce n'est pas une technologie connue. Aujourd'hui, la technologie qui est connue, à laquelle on fait tous référence quand on veut suivre des machines tournantes, c'est l'analyse vibratoire. C'est une super technologie, l'analyse vibratoire, avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a trois différences, si vous voulez, avec celle-ci. La première, c'est la précocité de détection. C'est-à-dire qu'en analyse vibratoire, je vais avoir un signal, comme son nom l'indique, quand l'accéléromètre en question, donc lui en analyse vibratoire, on va l'appeler accéléromètre, va détecter l'accélération d'une vibration physique de mon palier. Malheureusement, pour arriver, quand j'en suis à créer ce signal-là, il y a déjà belle lurette que j'ai créé du son, et notamment de l'ultrason. Donc la première des différences, c'est la précocité de détection. La deuxième, c'est qu'il faut quand même, c'est une très belle technologie d'analyse vibratoire, j'y reviens, mais il faut quand même beaucoup plus d'expertise et de connaissances pour exploiter un spectre d'analyse vibratoire plutôt que pour exploiter une valeur en décibels sur un graphe comme ça. Vous voyez? Après, il y a une autre différence, c'est le prix quand même. C'est qu'on n'est pas au niveau des tarifs de systèmes d'analyse vibratoire. Ces systèmes-là sont quand même moins chers que des systèmes d'analyse vibratoire qui se respectent. Donc, mes connaissances, oui, de la technologie. Mes connaissances de la technologie pour ça.
Et comme toute chose qui est nouvelle, quelques freins à la mise en place de quelque chose qui est nouveau puisque je ne connais pas. Et c'est là où arrive, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, c'est là où arrive notre troisième partie de solution ici, accompagnement sur site. C'est pas rare, si vous voulez, on commence souvent à faire une prestation d'un jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, là, on en fait même des plus longs que ça, chez le client pour une problématique donnée. On lui montre quelque chose sur ses installations et avec ça, on passe souvent à l'étape suivante parce que quand ça dépend de la typologie d'entreprise, mais quand on diagnostique rapidement et simplement un problème qu'il cherche depuis longtemps, il n'y a pas, en général, c'est lui qui vous dit je veux faire plutôt qu'on pousse à quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, Bonjour. moi je suis Gilles Bonnetin, je travaille à la Société hydroélectrique du Midi, donc producteur d'hydroélectricité. Et vous avez parlé d'applications dans le domaine électrique, haute tension. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Bien sûr. J'étais pas là pour ça, mais c'est un sujet qu'on a évoqué ce matin dans les prochaines présentations que l'on va faire. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas. Il y a 2 choses. Nous, êtres humains, dans la partie audible, je dirais, on a 2 travers. La première, c'est qu'on croit tous que les seuls sons naturellement, pardon, c'est vous qui m'avez posé la question, je regarde là-bas. On croit tous que les seuls sons qui existent sont les sons qu'on entend. De façon triviale et naturelle comme ça, le son qui existe, c'est le son que j'entends. C'est pas faux, oui, j'entends du son, mais quand un récepteur perçoit un son, quelle que soit sa plage de fréquence, que ce soit un son, un ultrason, un infrason, je ne sais quoi, il y a forcément un émetteur derrière. Et cet émetteur en question, c'est pas parce que moi j'entends, dans le cas où je l'entends, une partie de sa base d'émission qu'il n'émet qu'à ces fréquences-là. Et typiquement, pour répondre à votre question, on est tous passés sous une ligne de tension quand le temps est humide ou quand il pleut, ou même sans qu'il pleuve d'ailleurs. Et on a tous entendu ce petit crépitement, ce petit bzzz, excusez-moi de le faire avec le micro, mais bon, ce petit crépitement qui se passe sous une ligne de tension. Ce crépitement-là, c'est juste une ionisation de la zone d'air qui se trouve autour de la ligne en question, qui est produite par le champ électrique à la puissance en question, qui vient ioniser, qui vient créer une friction électronique en fait, qui vient arracher des électrons de la couche externe de l'atome pour l'envoyer sur l'atome d'à côté, et qui de proche en proche crée une friction, et qui cette friction est régulière, et je vous le donne en 1000 à la fréquence du réseau, donc 50 Hz, si je regardais, voilà, et qui cette friction crée cette perturbation. Ça, c'est ce que notre oreille entend quand j'ai une puissance très élevée, et c'est favorisé quand j'ai un taux d'humidité élevé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une ionisation qui existe. Ce qui se passe ici, dans la partie électrique, alors je n'ai pas la présentation qui est dédiée à ça là, mais en tout cas, je vais vous en dire 2 mots. C'est la même chose, à part que je viens de le mesurer dans la plage de fréquence des ultrasons, et que dans la plage de fréquence des ultrasons, la chance que j'ai là aussi, ce phénomène-là est le premier phénomène qui existe. Donc d'abord d'ionisation et d'effet Corona, on parle d'abord d'effet Corona. Ensuite, quand j'ai créé ce fameux effet Corona, si je crée une quantité de charge lambda sur un point, qu'est-ce que ces charges veulent faire si je continue à la charger? C'est se décharger à un point B. Donc effet Corona, décharge partielle. Je passe donc de la création d'un effet de couronne de charge à des décharges partielles. Et quand ces pics de décharge deviennent plus importants, ils durent plus longtemps et j'ai plus de quantité de charge qui se décharge, je fais un amorçage. Le troisième, donc les trois défauts électriques qu'on détecte avec ces systèmes armoire fermée, parce que mes systèmes détectent des ultrasons. Les ultrasons, pour faire simple, c'est comme un rayon Wi-Fi. C'est-à-dire que si ça c'est une armoire électrique, je la ferme, elle va être étanche à la poussière, elle va être étanche à l'eau, elle va être étanche à tout. Par contre, elle ne va pas être étanche au fait que si je génère par un défaut électrique des ultrasons à l'intérieur, au fait que de l'extérieur, alors peut-être en suivant les interstices de fermeture de mon armoire, de l'extérieur, je vais venir le capter. Donc les 3 défauts électriques, surtout haute tension, qui sont vrais également à basse tension pour ceux qui existent. Mais on parle surtout de haute tension parce que le même défaut est beaucoup plus destructeur à haute tension qu'à basse tension. C'est pour ça qu'on se focalise d'abord là-dessus. Et vous en savez quelque chose si vous êtes chez un producteur d'électricité. Donc les 3 défauts, c'est effet Corona, c'est je crée juste une couronne de charge. Le deuxième, c'est décharge partielle, du micro-amorçage, on va dire. Le troisième, donc électrique, c'est l'amorçage. C'est des paliers de décharge. Et le quatrième, qui est pour nous pas un défaut électrique, mais qui est souvent à l'origine des autres, et qui génère de l'ultrason aussi, c'est un desserrage. C'est-à-dire que typiquement, si en faisant ça,
je crée un niveau ultrasonore que je détecte avec mon appareil et qui m'en ramène une image audible dans mon casque. Dès lors que j'ai deux contacts qui vibrent un petit peu, même si je ne les entends pas à l'oreille, dès lors que j'ai une friction électronique liée à un défaut qui crée cet effet Corona, je génère un signal que je viens capter ici. Et là, il y a une approche qui est double. La première, c'est la détection. Oui, j'ai quelque chose. Armoire fermée, ok, je localise l'armoire, j'identifie, je prends une photo, voilà. Et pour caractériser ce défaut en élec, à la différence d'un méca, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, si vous voulez, pour la partie électrique que pour la partie mécanique, mais ça se fait très bien quand même. Ce qui va me permettre de confirmer le défaut et surtout de le caractériser, ce n'est pas l'intensité ultrasonore, sauf dans le cas des transformateurs. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails là. Sauf dans le cas des transformateurs, si vous voulez, ce n'est pas l'intensité ultrasonore que je mesure là, c'est la forme d'onde. C'est la forme d'onde que je vais recueillir ici. Et c'est elle qui, avec, pour faire simple, sa régularité ou son irrégularité, va me dire si je suis en présence d'un défaut naissant, c'est-à-dire juste d'une couronne de charge, ou déjà de décharge partielle ou de palier de décharge. Est-ce que je réponds à la question? Merci. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces précisions techniques. Merci également. à vous. Merci à vous.